Bamileke, d'Ernest Ouandjé, qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme au Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tonde Koto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandjé, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait que on brûle, on sème on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc tous ces gens-là dans le pays Mbo, Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo. C'est compris. On va... Je voudrais prier l'aîné Elimbi Lobe, vraiment le prier. Comme les sujets de ce jour seront très importants et très sensibles, que nous fassions attention parce que nos langues pourraient aggraver ou atténuer beaucoup de choses. Moi, j'ai été choqué qu'ils disent qu'Ernest Ouandjé était un bandit. C'est pas correct. Même dans le grand centre, on a jugé Oumiobe de bandit, hein, dans la même veine. Les maquis avaient des façons de se défendre. Vous n'êtes pas autochtone. Comment on immatricule pour quelqu'un qui vient de Tombel, qui fuit la guerre? Il arrive dans le Lion de Foumou et il obtient une immatriculation directe. Lui, il a une phobie des Bamileke d'abord. Ah bon? Oui. Là, c'est son problème là. Non, je dis il a une phobie des Bamileke. C'est aussi son problème. J'ai observé déjà ce plateau, je ne vais pas parler de ce débat. Vous voyez, quand il prend un exemple, il ne peut pas finir un plateau sans stigmatiser les Bamileke. Et il dit, c'est votre problème. Vous allez faire comment? Chaque fois, c'est le Bamileke, chaque fois. Monsieur Wafo, je te donne un fait, tu me parles du fait. Je te donne un fait. Qu'est-ce que tu voulais montrer tout à l'heure en demandant à la région du président d'être une région exceptionnelle, alors que tu lui dis que cette région n'est pas exceptionnelle? Monsieur depuis que vous parlez de cette affaire, de quoi? Que vous êtes pour les Bamileke, je vais vous rappeler une chose. On a concédé aux Chinois, dans ce pays, plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Vous avez vu dénoncer cela. Vous n'avez jamais fait cette dénonciation. La gesticulation radioactive. Donc, le premier père radioactif. Robert, je suis vraiment faux. Et tenez vous dit donc tenez vous dit le Bamileke camerounais comme tous les autres. Bien sûr. Voilà, il faut que ça ne doit pas porter atteinte à la capacité des Bamileke, ça ne changera rien. Ça va changer. Vous comprenez une chose. Écoutez, vous comprenez une chose. Ça va changer. Vous êtes un minable tribaliste. Oui, je suis. Je vous refuse pas. Tu demandes que la région du chef Je ne refuse pas. les déplacer. Vous confondez la tribalité et le tribalisme. Est-ce que vous local? La tribalité, c'est aimer sa tribu. Mais vous êtes tribaliste parce que vous détestez le Bamileke et vous ne pourrez rien. 5 000 hectares. Il suffit donc pas de se battre parce que on dit qu'on a tué les gens. Si vous parlez de génocide Bamileke parce qu'on a tué des gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banco du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Ouandjé. Ouandjé du même avis que Madame Moumié. Je suis parfaitement de son avis parce que lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Bon, hormis ces considérations futuristes, dirons-nous, pouvez-vous me dire si vous avez la possibilité de mettre un nom sur cette menace
Vous parlez d'impérialiste, mais pouvez-vous préciser les choses? Oui, et moi je dois vous dire... Excusez-moi, si nous pouvons aller plus directement encore, C'est ça. pouvez-vous mettre un nom sur l'auteur du crime qui a provoqué la mort de M. Moumié? Oui, dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. Et vous ne pouvez pas nous faire état de quelques-unes de ces preuves en ce moment. En tout cas, pour le moment, je crois que... Il était question de main rouge. Partagez-vous cet avis? Et je la partage entièrement. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au deuxième bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. Et dans l'UPC en particulier, avez-vous le sentiment que la main rouge ait effectivement fait quelque action de ce genre? L'année dernière, je me trouvais à Londres, en route pour les Nations Unies, où je devais être entendu comme pétitionnaire. Et comme par hasard, je m'y suis trouvé avec le président de notre parti, qui, lui, devait effectuer une mission en Europe. Et précisément, il a été menacé par un agent qui avait dit clairement qu'il était de la main rouge. Bien. Vous me parlez de main rouge. Estimez-vous que cette organisation a des complices? Et pourrait-on voir un complice de cette organisation contre-terroriste dans la personne de cette demoiselle X dont on a beaucoup parlé ces temps-ci? Voyez-vous, je pense que l'organisation de la main rouge est si spécialisée dans les crimes qu'elle peut utiliser certains moyens de diversion pour éloigner ceux qui mènent l'enquête de véritables pistes. Aussi, nous pensons qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce que nous estimons être des questions secondaires. Madame Moumié, je reviens à vous maintenant pour évoquer à nouveau et tâcher d'aller plus loin dans cette question de menace dont nous parlions tout à l'heure. On a dit aujourd'hui que vous aviez découvert une cartouche à proximité de votre lit dans la chambre d'hôtel que vous occupez à Genève. Est-ce que c'est exact? Évidemment, le matin, je devais me lever pour aller prendre mon déjeuner. J'étais encore couché sur mon lit. Un de mes compatriotes qui a trouvé une cartouche au bas de mon lit. Moi-même, je ne savais pas de quoi que c'était. Évidemment, notre devoir était d'alerter la police. Ce n'est pas même parce qu'on a peur, mais normalement, la police devrait prendre connaissance. C'est pourquoi j'ai appelé la police. Ils ont fait venir un spécialiste qui a pris la cartouche. Jusqu'ici, moi-même, je ne sais pas de quoi c'était. Quelle forme avait cette cartouche? Était-elle d'un calibre ordinaire? Je ne sais pas. Je n'ai pas touché. Le savez-vous, monsieur Wandié? Justement, j'ai vu, si vous voulez, c'était réellement cela. L'objet avait la forme d'une cartouche, avec un bout, malheureusement, qui avait plutôt la couleur d'un objet différent. Ce n'était donc pas une cartouche unie, si vous voulez. Oui. Oui, oui. Mais avez-vous le sentiment que c'était un projectile à mettre dans un instrument à percussion, c'est-à-dire un fusil, un revolver? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous ne souffrons pas de l'espionnite. Oui. Mais qu'au même moment, comme révolutionnaires, nous sommes vigilants. Bien sûr, oui. Oui, c'est dans ce cadre qu'on a alerté la police, mais nous ne nous laissons pas moralement ébranler. Oui, bien sûr, mais revenons à la cartouche. La cartouche ne se trouvait là pas là par hasard, j'imagine. Oui, il appartient à la police de mener l'enquête pour savoir comment cet objet... Oui, il y a enquête, effectivement. Mais avant de parler de l'enquête, si nous pouvons en parler, pensez-vous que vous ayez besoin d'une protection? Nous n'avons pas besoin d'une protection spéciale. Qu'entendez-vous par protection spéciale? Parce que il nous a été proposé hier une protection spéciale. Il nous a été proposé une protection spéciale. C'est-à-dire par agent civil? Oui, oui, agent civil qui devrait venir rester devant notre chambre jour et nuit. On vous l'a offert? Oui, on nous l'a offert hier, nous l'avons décliné parce que nous estimons que notre passage en Suisse ne doit pas imposer des heures supplémentaires aux agents de la police, dès lors que, comme tous les autres citoyens, nous bénéficions déjà de la protection générale. Mais je veux bien, mais ce qui vient de se passer avec votre président, M. Félix Moumié, pourrait vous arriver aussi. Ne parlons pas de malheur, mais j'imagine que
vous n'êtes tout de même pas des citoyens ordinaires. Et à ce titre-là, on peut un peu s'étonner que vous décliniez la protection de la police quand elle vous est offerte. En tout cas, nous préférons que la police nous protège à distance. C'est cela, avec un peu de discrétion. Oh, c'est ça. Maintenant, Voici la tombe du nationaliste Ernest Ouandié. En ce 15 janvier 2023, jour de commémoration du 62e anniversaire de son assassinat, des dizaines de personnes, anonymes ou acteurs politiques, viennent s'y recueillir. C'est le dernier chef historique de l'Union des populations du Cameroun. Il est celui dont la mort a marqué, si vous voulez, la fin du combat sur le terrain. C'est en effet le 15 janvier 1971, en exécution d'une condamnation à mort, qu'il a publiquement été fusillé, ici en contrebas du palais de justice de Bafoussam. Sa Majesté Jean Ramos Okuju se souvient comme si c'était hier de cette journée triste pour l'histoire du Cameroun. Il a été exécuté à ma présence. Il était exécuté ensemble avec un jeune homme. Or, pendant qu'on devait l'exécuter, il avait demandé, lui-même Ouandié avait demandé qu'il ne sait pas pourquoi on exécute cet enfant. Que pour lui, il sait pourquoi on l'exécute, mais pour cet enfant, on l'exécute pourquoi. Je n'ai jamais oublié ce qu'il avait dit. Si les proches d'Ernest Ouandié ont pu récupérer sa dépouille, tel n'est pas le cas pour ceux d'autres nationalistes qui étaient exécutés en étant projetés dans les chutes de la Métier. Cette pratique barbare fut abolie grâce à la bravoure d'un certain Fossi Jacob, un des condamnés à mort. On les attachait, on venait les tuer ici. Sauf qu'un jour du 9 mai 57, à la nuit du 9 au 10 mai 57, en voulant jeter M. Fossi Jacob, qui était mon père, il est parti avec le commandant Outarde pour empêcher que les autres soient morts. Âgé de 9 ans à l'époque des faits, ce fils de gendarme avait discrètement vécu la scène. Caché sous la banquette droite de ce camion T45 Citroën de transport de troupes dans lequel on transportait justement ces gens qu'on allait jeter. Et lorsqu'on arrive ici, le camion militaire s'arrête. On demande aux prisonniers, descendez, attention, si quelqu'un bouge, on tire. Et on est donc en haut de cette chute. Et j'observe qu'après 5 ou 6 jets, avec ce que vous pouvez imaginer, de cris d'horreur, de lamentation, de cris de rage, à ce moment-là, je vois le gendarme André Outar. Monsieur Outar porte en bandoulière sa mitraillette. Il a son pistolet sur la hanche et il tient une torche puissante. Quand il la jetait, elle allait presque à 500 mètres. Papa Jacob a les mains lié devant et papa Jacob le regarde droit dans les yeux, ferme sur ses pieds. Et monsieur Outar vient avec sa torche puissante et le flash et lui dit, je l'entends, c'est toi le chef, hein? Tu ne veux pas parler, hein? Eh bien tu vas voir. Je me souviens de voir le chef André Outar prendre sa main, aller à la ceinture de papa Jacob. Et les choses se précipitent très vite. La grande torche monte et tout le monde crie, le chef est tombé, il est tombé. Et tous on voit, c'est la puissante torche qui tourne jusqu'au moment où elle s'éteint. Là, la torche s'est éteinte, donc le spectacle est terminé. La commémoration de l'assassinat d'Ernest Ouandié a été un prétexte pour plusieurs de rendre un hommage à l'ensemble des martyrs de l'indépendance du Cameroun. Ces chutes de la Métier ont été entre 1948 et 1957 un cimetière pour plusieurs milliers de nationalistes camerounais condamnés à mort par les colons français. Cette sentence était appliquée dans ces chutes de la Métier où nous nous trouvons, Robert Keyé et Vivien Tonfac, pour Equinox Télévision. Monsieur Riblobert, vous êtes un nazi tropical. S'il vous plaît, ne recommencez pas rien. Peu importe les s'il vous plaît, on n'est pas ici pour vous quereller. S'il vous plaît. Mais je vous dis qu'on ne vous laissera pas satisfaire vos ambitions. Vous avez osé dire que le nationaliste Ernest Ouandié est un bandit. Mais c'est un bandit. Ça va vous attraper. Oui, que ce deux hommes qui se terrassent sur un plateau, c'est pas beau. Vous archivez quoi? S'il vous plaît.